Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer un système d'accès rapide en JavaScript. Donc le principe de ce système, c'est de permettre à l'utilisateur de naviguer rapidement dans une série d'options. Donc si on prend le cas par exemple de notre éditeur, on a de nombreuses actions qu'il est possible de faire. Et pour éviter d'avoir à naviguer dans les menus et sous-menus, ce que l'on va pouvoir faire, c'est taper un raccourci et ensuite taper l'action que l'on souhaite faire. Et automatiquement, ça va nous proposer des solutions. On a la même chose au niveau de notre système d'exploitation. Si je tape un certain raccourci, je vais pouvoir directement taper le logiciel que je souhaite lancer ou l'action que je souhaite effectuer. L'idée, ça va être de reproduire la même chose pour un site internet. Donc ici, je suis sur l'administration de GraphicArt. Si je fais un petit raccourci, j'ai ce petit panneau-là qui me permet rapidement d'accéder à l'administration des formations, à l'administration des badges, des tutoriels et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est d'avoir une petite navigation clavier qui nous permette d'aller plus loin. Donc on a la même chose aussi sur d'autres logiciels, par exemple sur un logiciel de chat, dès que je fais un raccourci, ça me permet d'accéder rapidement à un salon en particulier. Donc c'est très très pratique pour ceux qui utilisent un clavier pour pouvoir aller rapidement à un endroit donné. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir comment faire ça ensemble. J'ai ici créé une simple page HTML et dans cette page HTML, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié un UL et des LI avec beaucoup de liens. Donc si je regarde au niveau de mon navigateur, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Pour l'instant, je n'ai pas prévu de style, mais normalement, on aurait des menus et quand on clique, ça afficherait les sous-menus et quand on cliquerait sur les sous-menus, ça afficherait les sous-sous-menus et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le problème, c'est que ce n'est pas évident de naviguer dans ça. Donc on en aimerait bien mettre en place ce système d'accès rapide. Donc on va commencer d'abord par la structure HTML. C'est important pour ensuite se concentrer sur la partie logique. Donc au niveau de ma page, je vais commencer par importer du CSS. Donc à ce niveau-là, je vais créer une balise link et on va charger un fichier que l'on va appeler app.css. Je vais aller tout de suite créer ce fichier-là et on va commencer à structurer notre petite partie recherche. Donc moi, je vais l'appeler Spotlight, comme le nom de l'application sur macOS. Je pense que c'est assez adapté par rapport à la fonctionnalité. Et au niveau de ce Spotlight, on va dire que par défaut, il sera présent dans notre page et on rajoutera une classe pour lui spécifier qu'il est actif, c'est-à-dire qu'il est visible. Donc on rajoutera une classe active. Donc cet élément nous servira à faire l'overlay et vraiment prendre la totalité de la page. Ensuite, on va créer un nouvel élément qui sera spotlight-bar, qui permettra de représenter la barre de recherche. À l'intérieur de cette spotlight bar, on aura un input de type texte qui permettra d'effectuer notre recherche. En dessous de cet input, on aura les suggestions de résultats, donc on va appeler ça spotlight-suggestions. Et on va utiliser non pas une div, mais un UL, parce que ça va être finalement une liste de suggestions. À l'intérieur, on aura les différents éléments dans des LI et on aura un lien parce que ça permettra d'aller vers la page en question. Pour l'instant, on mettra rien et on mettra notre premier résultat, par exemple dashboard. Pour illustrer le fait que certaines lettres qui ont été tapées correspondent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va entourer certaines lettres d'un marque. Alors hop, bien le faire. Donc marque, c'est ce qui va permettre de mettre en surimpression certains caractères et certains éléments. Donc là, on va faire la même chose ici. Voilà, donc ça c'est vraiment la structure de base, à mon sens, pour mon système de recherche. Au niveau des LI, on rajoutera peut-être une classe aussi active pour les éléments qui deviennent actifs, parce qu'on va permettre à l'utilisateur de naviguer au clavier, et donc ça permettra de mettre en surimpression un élément qui est actif. Ce que je vais faire pour passer à la partie CSS, c'est que je vais prendre mon navigateur et le ramener sur le même écran. Comme ça, on pourra voir en live nos différents changements. Donc on le voit déjà, la partie marque fonctionne par défaut sur les navigateurs et affiche ça en surbrillance. Donc on va maintenant passer à la partie CSS. Donc d'abord, on va styliser notre Spotlight. Donc ça va être l'élément qui va permettre de gérer l'overlay. Donc par défaut, on va lui donner une opacity à 0 pour qu'il ne soit pas visible et on va mettre un pointer events à none. Donc ça va permettre de ne pas pouvoir cliquer sur l'élément. Par contre, quand l'élément deviendra active, dans ce cas-là, il faudra changer son opacité et la passer à 1. Et il faudra remettre son pointer events à default pour qu'on puisse cliquer dessus. Ce spotlight, on va le mettre en position fixed. On va mettre top 0, right 0, bottom 0 et left 0 pour qu'il prenne l'entièreté de l'écran. Et on va mettre un background color et on mettra du RGBA pour avoir une couleur avec une opacité. Donc on mettra une opacité ici à 0,8 mais vous pouvez adapter. Pour que notre petite barre de recherche soit bien au centre, on ne va pas s'embêter, on va faire un display flex, on va mettre un align items à center et un justify content à center. Ça permettra de centrer automatiquement l'élément qui est à l'intérieur de cet élément-là. Maintenant, on va styliser notre petite barre. Donc c'est spotlight-bar. Bon, pour cette barre, on va pas trop s'embêter. On va lui donner peut-être une largeur pour que
ça soit assez grand par défaut. On va lui donner une position relative parce que notre système de suggestion va être en absolu. Et on lui donnera une couleur de fond blanche. Et peut-être, pour que ça soit un poil plus joli, un border radius et on mettra 5 pixels. Voilà. Bon, vous pouvez adapter évidemment à la charte graphique de votre site. Pour notre champ, donc c'est l'input qui se situe dans le spotlight bar. Hop. On va lui donner une largeur de 100% et on va faire en sorte qu'il soit un petit peu plus grand. Donc on va mettre un petit peu de padding et on mettra 10 pixels en haut et 10 pixels sur les côtés. Donc là, cet élément déborde, donc pour éviter que les calculs soient faits de manière incorrecte, alors moi je le fais normalement de manière globale dans mon application, mais vu qu'ici c'est le seul CSS que je charge, je vais mettre un box sizing et on va mettre un border box. Voilà, donc ça permettra d'avoir l'input qui fait pile poil la bonne taille. Ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est rajouter un petit peu de padding ici, si vous voulez faire en sorte que l'input soit pas collé au bord. Là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez donner comme effet. À la limite, c'est pas mal, on va laisser ça. Maintenant, on va passer à la partie suggestion, donc les spotlight suggestions. Alors, ces spotlight suggestions vont être en position absolue, parce qu'elles vont apparaître comme un menu qui va défiler en dessous de notre input. On va le mettre donc en top 100%. On va mettre un background aussi blanc. Voilà, donc ça permettra déjà de mieux le localiser. On mettra un left à 0 et un right à 0. Donc on le voit, on a un petit espace en haut qui ne devrait pas être là. C'est tout simplement parce qu'ici on est sur un UL et les UL par défaut ont un margin. Donc c'est ça qui pose un petit problème. Si on veut que ça se colle un petit peu mieux et que ça évite le border radius ici, ce qu'on va faire, c'est que au niveau du top, ou au niveau du margin, là c'est vraiment à vous de voir, on va mettre un moins 5 pixels au niveau du top. Donc ça fera 0, 0, comme ça. Et on mettra ensuite un padding top de 5 pixels, pour redécaler un petit peu. Donc ça permettra, quand la suggestion sera visible, de la coller vraiment en haut. Maintenant, hop, on va mettre un border bottom left radius, et on mettra 5 pixels, et on fera la même chose pour le bottom right radius. Et peut-être, je pense, un petit padding bot de 5 pixels. Encore que, on verra. Donc maintenant, on va styliser les éléments qui sont les suggestions, donc les différents LI. Donc on mettra ici un list style à none, et on mettra un margin à 0 et un padding à 0 pour tout coller. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir quand même un padding ici, donc on va plutôt ici mettre un padding de 5 pixels en haut, 5 pixels en bas et 0 sur les côtés, pour forcer vraiment la valeur 0 et éviter qu'on ait le style par défaut. Malgré ça, on voit qu'on a un espace ici. Encore une fois, c'est parce que les UL par défaut au niveau du navigateur ont un padding. Donc on va mettre un padding 5 pixels dans tous les sens et au moins on n'aura plus de problème. On passera ensuite hop, aux différents liens. Donc ça va être les liens qui sont dans les suggestions. Donc là, pas grand chose à dire. On les mettra en display block. On enlèvera leur text decoration et on mettra un petit peu de padding histoire de les espacer. Donc on mettra 10 pixels en haut et 0 sur les côtés. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus calé sur le texte que l'on aura ici, alors hop. Alors là, on a un tout petit souci, je ne peux pas cliquer. Oui, j'aurais dû regarder. Ici, c'était auto au niveau du pointer events. Donc quand je vais sélectionner, on voit que le curseur est à peu près là. Donc ce qu'on pourrait se dire, c'est se dire que au niveau du padding, je vais rajouter du padding sur les côtés pour que en fait les suggestions soient au même niveau que le champ que je suis en train de taper. Ça me semble plus correct et plus judicieux. Je vais juste rajouter au niveau de mon body et de mon HTML, hop, un font family et on va mettre du sans serif parce que en serif ça fait quand même un peu bizarre. Voilà. Au niveau de mes liens, je vais rajouter que la couleur sera inherit plutôt que d'avoir cette couleur bleue que je trouve pas très jolie. Ça prendra automatiquement la couleur de notre page et il nous reste plus qu'à faire un spotlight suggestion et styliser le marque. Alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez en fonction de la charte graphique de votre site. Mais par exemple, on pourrait mettre un background color noir et une couleur de texte blanche. Et hop, comme ça, on peut changer la couleur de cette surimpression. Quand l'élément est actif, on va mettre une petite couleur grise. Donc on va hop, prendre ce sélecteur-là. On va lui dire, lorsque on est sur un LI qui est actif, je veux que le lien prenne une couleur de fond différente. Et on mettra comme couleur de fond du RGBA. Donc 0, 0, 0, avec une opacité à 50%. Ouais, quoique. 10%. Voilà, 10% c'est pas mal. Et on dira qu'on fera la même chose pour les liens lorsqu'on les survole. Donc là, ça sera pour tous les liens lorsque l'on passe dessus. Et on a terminé maintenant avec ce système visuel. Donc il ne nous reste plus qu'à passer à la partie logique JavaScript.
Alors comme à mon habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un custom element parce que je trouve que c'est assez adapté à la situation. Donc je vais tout simplement créer un nouvel élément que je vais mettre en bas de ma page parce que je trouve pas que ce soit pertinent de le mettre au tout début. Et on va l'appeler spotlight-bar. On est obligé de mettre un nom composé, donc voilà. Ça aurait été génial de pouvoir mettre juste spotlight, mais on est obligé de mettre tirer quelque chose. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais lui donner ce qu'on va appeler une cible. Donc globalement, ça va être l'élément qu'il va devoir scanner pour construire la liste de nos suggestions. Et je vais lui dire ici de scanner ce long menu. Donc ce menu-là, il a une classe particulière qui est navbar-nav. Donc je vais lui dire, trouve tous les liens qui sont à cet endroit-là. Donc hop, voilà à quoi ressemblera ma petite liste. Donc je vais maintenant passer à la partie JavaScript et je vais copier ça temporairement. Donc on va aller créer un nouveau script, on va mettre dans le dossier directement à la racine app.js et on va defer pour attendre la fin de notre page. Je vais aller ensuite créer ce fichier app.js et on va créer donc une classe qui va s'appeler Spotlight. Donc le nom de la classe n'est pas nécessairement composé. On va extend de HTML element et on va lui dire lorsque tu es connecté, donc je vais créer une fonction qui va s'appeler connected callback. Je vais lancer alors un this.innerHTML et je vais changer la structure HTML à l'intérieur de cet élément pour mettre la structure que l'on avait donnée. Voilà. Cet élément est maintenant créé et ce que je vais pouvoir faire, c'est l'enregistrer donc au niveau de ma page. Donc ce que je vais faire, c'est que à ce niveau-là, je vais faire un custom elements.define. Donc notre custom element, on va l'appeler spotlight-bar. Voilà. Et je vais utiliser la classe que je viens de créer, Spotlight. Donc maintenant, ça s'affiche correctement. Donc moi par contre, il ne faut pas que ça soit active par défaut. Donc on va retirer cette petite classe active à ce niveau-là. Et au niveau de ces éléments-là, on retirera la classe active et on la mettra de manière plus dynamique plus tard. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est gérer l'affichage et le masquage de cet élément-là. Donc dès que je fais un raccourci, moi je vais choisir ici de faire CTRL plus K, automatiquement l'élément devrait être visible. Donc pour cela, on va devoir créer un listener directement au niveau de Windows. Donc on fera un window.add-event-listener et on écoutera le keydown. Et on lui dira d'appeler une méthode qui va s'appeler shortcut_handler. Donc je vais aller créer cette méthode-là, je vais aller la créer après. Donc ça sera une fonction qui va s'appeler shortcut_handler et qui récupérera en paramètre l'événement. Cette fonction, elle va devoir vérifier est-ce que l'utilisateur a appuyé sur CTRL et K à la fois. Donc à ce niveau-là, je lui dis si e.key est égal à K et e.controlKey est égal à true, ça veut dire qu'on a la touche CTRL qui est appuyée, dans ce cas-là, je veux que tu fasses un e.preventDefault et je vais vouloir que tu rajoutes automatiquement la classe active à mon élément. Alors ce que l'on pourrait faire, on pourrait s'éviter un petit peu ce travail-là en se disant je ne vais pas mettre la classe Spotlight sur une div, mais je vais directement faire un ici this.classlist.add et je vais rajouter Spotlight. Donc je vais rajouter Spotlight en fait directement sur mon élément, mon custom element. L'avantage, c'est que maintenant, si je veux rajouter la classe active, il me suffit simplement ici de faire un this.classlist.add active. Aussi, ce que l'on va faire, c'est que l'on va trouver le champ qui est à l'intérieur ici et automatiquement le focus. Donc à ce niveau-là, je vais sauvegarder le champ en faisant this.input égale this.querySelector et je vais trouver l'input. Et à ce niveau-là, je peux donc maintenant faire un this.input.focus. Alors, il faut faire attention, vu que j'utilise mon handler directement à ce niveau-là, le this ne fera pas référence à ma classe. Donc, dès le constructeur, on va appeler la méthode super, et on va surtout lui dire de faire un this.shortcutHandler égale this.shortcutHandler.bindThis. Une autre solution pour ceux qui regarderaient ça dans le futur, on pourrait écrire les choses de cette manière-là. Hop. Le problème, c'est que ça fonctionne sur Chrome, mais sur Safari, pour l'instant, ce n'est pas encore supporté. Donc, pour l'instant, on va faire comme ça. Maintenant, il faut faire attention parce que si notre élément est retiré pour une raison quelconque, il faut retirer ce listener-là. Sinon, on va avoir des problèmes et les listeners pourraient s'ajouter les uns sur les autres. Donc, on va lui dire, lorsque cet élément est déconnecté, en utilisant le disconnected callback,
ben, je veux que tu fasses un window.removeEventListener et que tu supprimes le key down. Donc c'est très important, hein, lorsque vous pensez custom element, pensez à nettoyer ce que vous faites lorsque le composant est déconnecté. Donc on va réactualiser la page, je fais CTRL-K et automatiquement mon élément devient visible. Si vous voulez rajouter un petit effet d'animation, hein, libre à vous de le faire, il vous suffit juste ici de rajouter une petite transition et vous mettez une transition à, par exemple, vers 300 millisecondes. Aussi, notre champ ici devrait être focus. Donc on va sortir notre inspecteur, regarder notre console et voir si ça fonctionne bien. Donc je réactualise, CTRL-K et mon champ est bien focus. Impeccable. Maintenant, ce qu'on pourrait lui dire, c'est lorsque tu blurs le champ, il faut automatiquement que tu enlèves cet élément-là. Donc là, on fera ici un petit handler, vis.input.addEventListener. On va écouter le blur, et lors du blur, on fera un vis.hide. On va créer cette fonction-là. Donc ici, on va se mettre à ce niveau-là. Et cette fonction, elle fera un vis.classList.remove, et on supprime active. Aussi, petit détail, lorsque vous créez comme ça des propriétés, donc vous pouvez les déclarer pour les navigateurs qui vont comprendre les choses, mais ici ce n'est pas le cas. Ou ce que vous pouvez faire pour mieux documenter et savoir un petit peu où vous en êtes, c'est écrire de la PHP-doc. Donc là, on va lui dire, j'ai une propriété qui sera un HTML input element et qui s'appellera input. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai au niveau de la classe. Et au fur et à mesure, on va documenter les choses, comme ça permettra de connaître les différentes propriétés auxquelles on peut accéder. Cette méthode hide a besoin du contexte, donc comme on l'a fait ici, on va lui dire vis.hide égale vis.hide.bindVis. Donc je fais un CTRL-K, je blur mon champ et ça disparaît. Un autre point, c'est que j'aimerais bien lorsque je suis sur le champ, si j'appuie sur échappe, automatiquement que ça quitte les choses. Donc là, on pourra lui dire, lorsque j'appuie sur une touche, si la touche c'est escape, donc if e.key est égal à escape, et je pourrais regarder que le document.activeElement est l'input, et document.activeElement est égal à vis.input, dans ce cas-là, je ferai un vis.input.blur. Donc ça va me permettre de désactiver le survol. Je fais un coup de CTRL-K, j'appuie sur échappe et l'élément disparaît bien. Impeccable. Seul petit bémol, c'est que quand j'actualise la page, on le voit, l'élément apparaît brièvement. Donc on va modifier légèrement le app.css et lui dire ici que la transition, on ne la mettra que quand l'élément devient actif. Voilà, ça permettra de ne pas voir l'élément par défaut et ça sera très bien. Donc on revient. Maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est construire l'ensemble des suggestions. Et pour cela, il va falloir scanner nos différents liens et construire notre liste de suggestions. Et histoire de ne pas avoir à taper le raccourci encore et encore, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la classe active par défaut. Comme ça, au moins, on verra toujours l'élément visible. Pour éviter aussi d'avoir trop de logique à l'intérieur de cette classe-là, on va séparer dans une nouvelle classe la création des items. Donc on va créer une nouvelle classe que l'on va appeler Spotlight Item, qui va permettre de représenter un élément de notre liste. Cet élément-là, pour être construit, il va avoir besoin, au niveau de son fonctionnement, du titre de l'item, mais aussi du lien vers lequel on va devoir rediriger. Donc on lui donnera un title et un href. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire de la JSDoc pour pouvoir documenter ça. Donc title sera une chaîne de caractères et href sera aussi une chaîne de caractères. Ce que va faire ce constructeur, c'est qu'il va tout de suite créer un élément qui permettra de représenter la suggestion. Donc pareil, on documente un petit peu. Tout de suite, on le fait dès le début, comme ça on y pense. Et là, on aura un HTML li element. Et ça sera element. Au niveau du constructeur, on est parti. Je vais faire une constante qui va s'appeler li et je vais faire un document.createElement li. Ensuite, je vais créer un lien et je ferai un document.createElement et je vais créer mon lien. Ensuite, je vais faire un a.setAttribute et je vais lui dire que l'attribut href sera le href qui sera passé en paramètre. Au niveau de mon li, je rajoute l'enfant qui va être donc le lien. Et ensuite, je vais sauvegarder dans Element mon li. Et à l'intérieur de mon lien, c'est vrai que j'ai oublié de le faire, on va le faire ici. On fera un a.innerText et à l'intérieur, on lui mettra le title. Voilà, hop, on est bon.
Donc maintenant, au niveau de mon spotlight, lorsque je construis les choses, je vais enlever au niveau de ce spotlight suggestion les LI que j'ai mis par défaut, donc on ne va plus rien avoir. Et je vais ensuite avoir besoin de sélectionner cet élément pour lui ajouter l'ensemble des suggestions. Donc pour l'instant, on va créer une constante, on va l'appeler suggestion. Oui, ça sera très bien. Et on fera un this.querySelector et on trouvera l'élément qui a cette classe-là. Comme ceci. Maintenant, on va parcourir l'ensemble des éléments qui correspondent à notre cible. Donc si vous vous souvenez, on avait passé au niveau du index.html ce sélecteur-là, qui sera finalement la cible que l'on souhaite obtenir. Donc au niveau de ma construction, ici, je vais faire un document.querySelectorAll pour sélectionner tous les éléments qui vont correspondre à this.getAttributeTarget. Je vais peut-être mettre un petit peu de commentaires ici. On va mettre « On construit la liste de suggestions ». Au-dessus, on mettra « On construit la structure HTML de notre système de recherche, de Spotlight ». Et en dessous, ici, hop, on rajoutera « On écoute les raccourcis ». Ça permettra de mieux séparer le code et de s'y retrouver un petit peu plus rapidement. Donc au niveau de ce query selector, on va avoir besoin de le parcourir et de faire un for each dessus. Donc je vais convertir ça sous forme de tableau. Voilà. Et je vais ensuite faire un petit for each. Je vais donc récupérer chaque lien, chaque élément. Donc là, on va utiliser A. Et pour chacun de ces éléments-là, il va falloir construire un nouveau spotlight item. Donc je vais faire un const item égale new spotlight item. On doit lui passer le title. Donc le title, ça sera le texte que j'ai à l'intérieur de mon lien. Donc moi je vais utiliser le texte, mais il serait tout à fait possible d'imaginer que l'on utiliserait l'attribut title de chaque lien que l'on a dans ce menu. Là c'est vraiment à vous de voir. Et ce inner text, je vais le trimer. Ce que je vais peut-être faire avant, c'est vérifier est-ce qu'il n'est pas vide. Parce que s'il est vide, à la limite, ça ne sert à rien de créer une suggestion. Donc on va faire une constante que l'on va appeler title. Et on va lui dire if title est égal à du vide. Dans ce cas-là, je return, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Dans le cas contraire, je crée donc mon spotlight item, je lui passe le title et je lui passe un a.getAttribute.href. Cet item va me permettre de faire différents traitements et pour l'instant la seule chose qui m'intéresse c'est de récupérer le LI pour pouvoir l'ajouter à ma liste de suggestions. Donc là je vais prendre ma liste de suggestions et je vais faire un append_child et je vais prendre dans mon item l'élément. Voilà. Et ça à la limite on va le mettre ici. Donc je sauvegarde et j'ai maintenant une liste d'éléments qui correspondra à l'ensemble des éléments que j'ai ici. Donc on voit qu'on a dashboards, puis default, puis project management, e-commerce et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que l'on va faire peut-être par défaut, c'est que l'on va cacher ces éléments-là. Donc on va lui dire ici, par défaut, tous nos LI, ici, vont avoir un attribut qui sera hidden. Ils ne sont pas visibles parce qu'ils ne correspondent pas à la recherche. Et on mettra hidden au niveau de la valeur. Voilà, impeccable. On a maintenant notre liste de suggestions, on a notre input, on a le raccourci général. Ce qui nous manque, c'est la dernière partie, finalement, c'est la glue. C'est ce qui va permettre, lorsque l'on va faire une recherche, de voir quel élément correspond. Alors, pour trouver la correspondance, voilà comment on va faire. Je vais aller sur regexp ou regexp 101. Donc c'est un outil qui permet de tester des expressions régulières et on va s'imaginer que l'on a dashboards. Donc nous, ce que l'on souhaiterait faire, c'est un système de fuzzy searching. C'est-à-dire que si je tape A, puis O, puis A, vu que les lettres sont à l'intérieur, il devrait le trouver. Donc l'idée, c'est que comme ça, on ait plusieurs lignes, par exemple le product, et il doit trouver tous les éléments qui vont contenir ces lettres dans ce bon ordre, mais peu importe s'il y a des lettres intermédiaires. Donc pour faire ça, la solution est assez simple. C'est qu'on va créer des groupes intermédiaires. On va lui dire, je veux n'importe quel caractère, suivi d'un A, suivi de n'importe quel caractère, suivi d'un O, suivi de n'importe quel caractère, suivi d'un A, suivi de n'importe quel caractère, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on mettra des groupes de capture pour ces lettres-là aussi, comme ceci. Donc point, ça veut dire, si vous regardez là, n'importe quel caractère. Et si vous utilisez le quantifieur étoile, ça veut dire 0 ou plus. Donc il peut y avoir aucun caractère intermédiaire. Donc si par exemple vous cherchez A, puis S, puis H,
ça va fonctionner. Vous voyez que ça va bien me sélectionner ça. Si je cherche un O, puis un D, et pas de caractère derrière, hop, comme ça va trouver à la fois dashboard qui contient O et D et product. Donc avec cette expression régulière, on va faire une sorte de fuzzy matching. Sachant que c'est quelque chose qui est plutôt naïf, vous pourriez avoir quelque chose de beaucoup plus poussé qui prendra en considération la proximité des lettres. Là, par exemple, le product devrait être un petit peu mieux classé parce que O et D sont plus proches que dans dashboards. Mais on ne va pas aller dans ce niveau de complexité, nous on veut juste quelque chose qui corresponde avec les lettres. Donc on va se contenter de cette expression-là. Du coup, maintenant, il va nous falloir créer ça dynamiquement. Alors, on va devoir écouter lorsque l'on va appuyer et lorsque l'on va changer la valeur au niveau de l'input. Donc, à ce niveau-là, on va faire un this.input.addEventListener et on va écouter le input. Et on va lancer une méthode qui va s'appeler onInput. Ou on pourrait l'appeler inputHandler. Bon, là, on va le laisser onInput. On va le mettre à ce niveau-là. Donc, ça prendra en paramètre un événement qui sera de type inputEvent. Donc tout en haut, comme on l'a fait pour le reste, hop, vous commencez à prendre le pli, on va rajouter notre onInput, voilà. Et ici, à la limite, on va documenter pour avoir plus d'informations sur le paramètre, et on lui dira ici que c'est quelque chose de type, hop, inputEvent, impeccable. Donc on va créer une constante qui sera notre recherche, qui sera donc un e.target.value. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est construire notre expression régulière. Donc on va faire un let regexp et on va créer une chaîne de caractères qui va commencer par un petit accent circonflexe. C'est un début de chaîne. Maintenant, on va parcourir chaque lettre de notre recherche. Donc pour cela, on peut faire un for const i in search. Donc quand search sera une chaîne de caractères, i prendra la valeur de 0, 1, 2 jusqu'à atteindre la taille de la chaîne de caractères. À ce niveau-là, on va prendre notre expression régulière, donc c'est notre regexp, et on va rajouter ce que l'on avait écrit au niveau de regexp 101. Donc c'est notre lettre suivie de n'importe quoi. Donc notre lettre, alors hop, on va utiliser comme ça la concaténation, ce sera un petit peu plus simple. Donc on met une parenthèse, ensuite on met une autre parenthèse avec n'importe quoi, et ici il faut notre lettre. Donc pour obtenir cette lettre, on fait search et on récupère l'index. Voilà. Vu que ici on a commencé par un n'importe quoi, il faut ici mettre n'importe quoi. Voilà. Donc là, ça va permettre d'incrémenter, 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 et à la fin, on finit notre expression régulière en rajoutant donc le caractère final, le $. Et tout de suite, on va faire un console.log de regexp pour voir de quoi il en retourne et voir si notre logique est correcte. Donc je focus ce champ, je tape n'importe quoi, et on voit que tout ce que je tape va permettre de construire cette expression régulière. Maintenant, je me dis que ce que j'aimerais bien faire, c'est passer cette expression régulière à chaque item pour que chaque item puisse vérifier si oui ou non ils correspondent. Et s'ils correspondent, ils vont retirer l'attribut hidden et ensuite afficher peut-être en surimpression le texte. Et s'ils ne correspondent pas, ils se mettent en hidden. Donc là, je suis embêté parce que moi, je n'ai pas sauvegardé la liste de mes suggestions possibles. Donc ce qu'il va me falloir faire, c'est au moment où je construis cette liste de suggestions, à ce niveau-là, récupérer la valeur qui a été obtenue. Donc je vais créer une nouvelle propriété, tout en haut, hop, propriété. Ça sera une liste de spotlight items, et on va l'appeler items. À ce niveau-là, lorsque je fais mon array_from, plutôt que de faire un for each, je vais mapper. Donc mapper, ça va me permettre de récupérer l'ensemble de mes éléments. Et on va sauvegarder ça dans this.items. Donc là, je construis mes différents éléments. On va retourner nul si le titre est vide, mais si le titre n'est pas vide, ce que l'on fera, c'est que l'on retournera notre item. Donc ça va nous permettre d'obtenir un tableau de spotlight item ou de nul. Vu qu'on ne veut pas les nuls, on va lui dire il faut que tu filtres et je veux que tu retires les éléments, donc on va l'appeler i, et i différent de nul. Voilà, donc ça nous permettra de n'obtenir que les éléments qui correspondent à un lien qui a au moins un texte. Si vous voulez vous assurer de ce que fait ce système-là, vous pouvez faire un console.log de this.items. Si je regarde au niveau de ma console, je vois bien que j'ai 50 éléments de type spotlight item. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, lorsque l'on va taper, je vais construire mon expression régulière, je vais construire une nouvelle regexp, donc on va faire regexp, hop, égale new regexp. Je vais lui passer en paramètre donc la chaîne de caractères
qui représente notre expression régulière, et je vais lui passer aussi un drapeau qui sera I pour dire que c'est case insensitive. Je me fiche complètement des majuscules. Et après, je vais parcourir l'ensemble de mes items et je vais leur demander est-ce que tu matches par rapport à cette expression régulière. Donc là, on fera un this.items.forEach. Pour l'instant, on fait une boucle. On verra ensuite si on utilise une autre manière d'itérer. Je récupère mon item qui sera donc de type spotlight item et je vais lui demander de matcher avec cette expression régulière. Voilà. Donc ça veut dire que cette fonction match doit être déclarée. Donc je vais la déclarer ici. Donc match, ça prendra en paramètre une expression régulière. Et ça permettra de mettre en surbrillance si ça correspond ou non. Donc au niveau de la documentation, je vais préciser ici que ce que j'obtiens à ce niveau-là, c'est quelque chose de type expression régulière. Ce que je vais faire peut-être, c'est qu'au niveau de mon élément, je vais mémoriser le titre. Donc ça va être important parce que je vais en avoir besoin pour vérifier si le titre correspond à notre expression. Donc au niveau des propriétés, je vais préciser que c'est ici title. Et tout de suite ici, je vais mettre this.title égale title. Impeccable. Donc pour vérifier si ça match, c'est pas très compliqué. Il me suffit simplement de prendre notre expression régulière et d'utiliser la fonction match. Donc on va faire un const matches égale this.title.match et je prends l'expression régulière. Et tout de suite, encore une fois, on va faire un console.log de matches. Donc je vais taper dashboard et vous voyez que ici on me donne donc des nuls, 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 mais si je remonte, hop, à ce niveau-là, on a une correspondance. Donc quand on obtient les correspondances, on a toujours une clé 0 qui va nous donner la chaîne de caractères totale, donc nous on peut l'ignorer, et ensuite on va avoir un index qui va correspondre à chaque groupe de capture. Donc le premier groupe, c'est cet endroit-là, on voit que ça ne donne rien. Le second groupe, c'est le D, ça nous donne quelque chose. Le troisième groupe, ça nous donne rien, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça correspond à ce que vous avez ici quand on a regardé au niveau des groupes de capture. Donc le groupe 1, c'est tout ce qui a été capturé par ça, donc c'est effectivement dash, puis B. Ensuite on a le groupe 2, c'est O. Ensuite on a le groupe 3, donc ça donne A, R, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si on regarde la seconde capture, le groupe 1, c'est tout ce qu'il y a avant la première lettre qui a été capturée. Groupe 2, c'est vraiment la lettre capturée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'est de dire, si on a eu des résultats, dans ce cas-là, ça a matché. Si on n'a pas eu de résultats, dans ce cas-là, ça n'a pas matché. Donc ce qu'on pourra faire, c'est retourner ici un booléen pour indiquer si oui ou non, ça correspond. Donc on lui dira, if matches est égal à nul, on return false tout de suite. Dans le cas contraire, on return true. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est rajouter aussi un brin de logique au niveau même de notre élément. Donc là, on va lui dire, si ça n'a pas matché, je veux que tu fasses un this.element.setAttribute et je veux que tu mettes hidden à hidden, parce que notre élément ne correspond pas à la recherche, donc ça ne sert à rien de l'afficher. Dans le cas contraire, ce que l'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout simplement l'attribut hidden, parce que notre élément doit être affiché car il correspond à la recherche qui a été tapée par l'utilisateur. Si je tape maintenant dashboard, on voit bien qu'il n'y a que dashboard qui est affiché. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher aussi en surimpression les différentes lettres qui correspondent à la recherche. L'avantage ici, c'est que c'est relativement simple à faire vu que j'ai les matches, donc ce qui va correspondre à ce qui a été capturé. Donc si je retape ici, il faut que je lui dise les éléments qui sont à l'index 1, 3, 5, 7 et ainsi de suite, ces éléments-là ne vont pas avoir de marque autour. Par contre, les éléments qui sont à l'index 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite, eux auront un marque. Donc là, il va me falloir parcourir l'ensemble des éléments qui sont dans les correspondances. Donc on va faire un this.element.firstElementChild, ce qui nous donnera en fait le lien, et à l'intérieur de ce lien, je vais changer le inner HTML. Je vais utiliser l'ensemble des correspondances, donc on va faire un matches.reduce, et on va utiliser une fonction. Cette fonction prendra en paramètre, donc la correspondance et l'index. Donc l'index est très important parce que comme on l'a vu, on ne va pas vouloir faire certaines choses dans certaines situations. Au niveau de ce reduce, on va lui passer en premier paramètre l'accumulateur, on lui passera ensuite la correspondance et l'index. Alors je vais peut-être prendre un peu plus de place pour que ce soit un petit peu plus lisible, et ensuite on ira à la ligne. L'accumulateur, ça sera une chaîne de caractères vides.
D'abord, on lui a dit, si l'index est égal à 0, il faut que tu ne fasses rien. Donc on va mettre if index est égal à 0, je veux que tu return l'accumulateur, c'est-à-dire que tu ne changes pas la valeur. Maintenant, dans le cas contraire, il faudra que tu prennes l'accumulateur et que tu rajoutes la correspondance. Alors si je fais ça, pour l'instant, la seule chose que ça va faire, c'est tout simplement que ça nous remettra le texte. Si je tape dashboard, ça m'affiche dashboard. Mais le gros avantage, c'est qu'à ce niveau-là, je peux lui dire que si l'index est divisible par 2, il ne faudra pas que tu mettes match, mais il faudra que tu mettes match entouré de la balise mark. Donc là, on lui dira, il faut que tu mettes mark, ensuite tu mettras match, et enfin, tu fermeras mark. Dans le cas contraire, tu mets simplement match. Et on va mettre des parenthèses pour que l'ordre des opérations soit bien clair. Donc je re-sauvegarde, je vais taper dashboard, et on voit bien que c'est censé fonctionner, si ce n'est que j'ai fait une toute petite erreur. C'est ici, si c'est divisible par 2. Donc ça veut dire que le reste de la division de l'index par 2 est égal à 0. Donc je tape dashboard, et on voit bien que ça nous donne ça. Si je tape notification comme ça, ben ça me donne ces suggestions-là. Bon, là on voit qu'il y a quelques petits soucis parce que notification apparaît 2 fois dans le menu. Donc il faudra avoir un menu qui est un petit peu plus pertinent ou utiliser les attributs title comme on l'a dit. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc là c'est impeccable. Maintenant il me faudrait peut-être gérer le cas où on ne met rien. Si on met rien, tout va s'afficher parce que tout va correspondre à l'expression régulière qui dit on ne matche rien. Ici, vous avez plusieurs manières de faire les choses. Soit vous vous dites, à ce niveau-là, je vais vérifier l'expression régulière, et si c'est trop générique, dans ce cas-là, je cache tout. Soit vous créez une nouvelle fonction, donc nous, on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler hide, et on fera ici un this.element.setAttribute, et on rajoutera hidden, et on lui dira de rajouter hidden. L'avantage, c'est que ici, on pourra utiliser cette méthode-là à l'intérieur même de notre classe, ce qui sera un petit peu plus clair. Donc là, on fera directement un this.hide. Voilà. Normalement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Et au niveau de notre système, lorsque l'on construit notre expression régulière, donc c'est dans le onInput, on pourra lui dire si effectivement tout est... si effectivement notre recherche est vide, donc if search est égal à du vide, et peut-être même on pourrait trimer cette valeur-là, voilà, pour être vraiment sûr de ne pas mettre d'espace à la fin et avant. Dans ce cas-là, je vais faire un this.items.forEach et je vais tout simplement lui dire de les masquer. Donc on fera un item et item.hide. Cache tous les éléments parce que finalement ce n'est pas la peine de les rendre visibles. Donc si je tape notification, je vois que ça marche bien. Je remasque ici et ça ne marche pas. Alors il doit y avoir un tout petit souci. On va regarder si on rentre dans cet attribut-là, console.log. Ah non, c'est tout simplement que je n'ai pas mis de return. Donc forcément, il fait le reste de l'exécution du script et ça pose un petit problème. Donc je reviens ici et ça fonctionne bien. On se rapproche maintenant du but, il ne nous reste plus que la dernière étape, c'est que lorsque j'appuie sur Entrée, il faut automatiquement que ce premier élément soit sélectionné. Et de la même manière, il faut que lorsque j'appuie sur la flèche du bas ou la flèche du haut, je puisse naviguer dans les suggestions. Je ne veux pas forcément nécessairement avoir besoin d'utiliser ma souris. Donc pour pouvoir naviguer dans ces items-là, il va me falloir mémoriser les éléments qui vont correspondre à notre recherche. Donc tout en haut ici, je vais créer une nouvelle propriété. Hop. Qui va être aussi un tableau de spotlight item et on va l'appeler matched items. Ça va être le tableau des éléments qui correspondent à notre recherche. À ce niveau-là, donc lorsque je fais notre petite recherche en input, je vais lui dire que par défaut, si on n'a aucun élément qui correspond, là, match items sera un tableau vide. Dans le cas contraire ici, je vais lui dire ici que this.matchItems sera égal à l'ensemble des éléments qui vont correspondre à notre recherche. Donc plutôt que d'utiliser un forEach, je peux utiliser un filter. Parce que notre fonction match, que l'on avait définie à ce niveau-là, elle retourne true s'il y a une correspondance et elle retourne false sinon. Donc elle fait un petit peu double emploi et c'est plutôt pratique. Si je regarde au niveau de mon console.log ce que me donne this.matchItems, on va voir que si je retape notification, hop, ça va me montrer que les deux items qui sont affichés actuellement à l'écran et qui correspondent à notre recherche. Si je mets du vide, automatiquement, ça va être un tableau vide. Si je tape une recherche qui ne correspond à rien, ça me donne bien un tableau vide.
Pour pouvoir sélectionner un élément et désélectionner un autre élément, il va me falloir mémoriser aussi l'item qui est actuellement actif. Donc pareil, je vais créer une nouvelle propriété que je vais appeler ici Active Item, comme ceci. Et ça sera quelque chose de type Spotlight Item. À ce niveau-là, au niveau de mon onInput, je vais lui dire si le nombre d'éléments correspond est supérieur à 0, donc on va mettre if this.matchItems.length est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a effectivement au moins une suggestion. Mais dans ce cas-là, j'aimerais bien que tu fasses un set active et que tu me précises que l'index qui est active, c'est l'index 0. Donc tu vas automatiquement sélectionner le premier élément. Donc ici, on va créer cette fonction-là, on va l'appeler setActiveIndex. Ça prendra en paramètre un numéro qui sera l'index que l'on souhaite rendre actif. Pareil, n'hésitez pas à documenter pour expliquer ce que fait cette méthode-là, expliquer le type de paramètre, c'est très très important. Donc première chose que l'on va vérifier, c'est vérifier est-ce qu'on a un élément actif. Donc on va mettre if this.activeItem. Dans ce cas-là, on fera un this.activeItem.element pour récupérer l'élément et on lui supprimera la classe active. Maintenant, on lui dira, il faut que tu prennes l'ensemble des éléments qui correspondent à la recherche. Tu vas trouver l'élément qui est à l'index indiqué, ici n, et tu vas prendre son élément et lui rajouter la classe active. Alors vous pourriez faire comme ça, ou ce que vous pourriez faire, c'est créer une méthode directement, à ce niveau-là, un peu comme on l'a fait pour le hide. Vous pourriez créer ici une méthode active, et ici vous feriez un this.element.classlist.add active. Et vous auriez une méthode deactivate ou deactive, je ne sais pas trop comment la nommer, et ici vous feriez un this.element.classlist.remove active. Comme ça, votre classe parente n'est pas forcément responsable de connaître. Alors, on va mettre deactivate, ou là on va mettre plutôt select et unselect. Je suis désolé, je ne suis pas forcément très inspiré à ce niveau-là. Et l'avantage, c'est que, comme je vous l'ai dit, la classe parente, elle ne va pas être responsable de faire quoi que ce soit. Elle est responsable de dire, si on a l'élément, on fait un unselect. Et pour l'élément ici, on fera un select. Voilà, c'est plus générique. Et au moins, vous pouvez changer la structure. Donc, si je tape notification, on voit qu'automatiquement, c'est bien cet élément qui est sélectionné. Quand j'appuie sur la flèche du bas ou la flèche du haut, j'aimerais bien pouvoir naviguer. Donc là, on n'est pas obligé de lancer un listener de manière générale. On peut tout simplement se baser sur un listener qui serait directement branché au niveau de l'input. Donc là, on ferait un this.input.addEventListener et on écouterait le key down pour écouter quand est-ce qu'on va appuyer sur une touche. Et on lancerait une nouvelle méthode. Alors je réfléchis comment on va pouvoir la nommer. Input shortcut handler. Bon, je ne suis pas très fan, mais j'ai pas de nouvelles idées, donc on va descendre un petit peu et on va aller créer cette fonction-là. Cette fonction, elle prendra en paramètre un événement et ça sera quelque chose de type keyboardEvent. Voilà. On va remonter et vous savez ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça sera input shortcut handler, voilà, je ne sais pas pourquoi il veut toujours mettre des parenthèses, et on le mettra comme ça. Donc je redescends, et on va pouvoir gérer maintenant la partie traitement. On pourra notamment lui dire ici que si la clé c'est escape, dans ce cas-là, je veux que tu blurs le champ. On n'est plus obligé d'avoir ce listener de manière globale, on peut l'avoir maintenant de manière locale à cet input. Ça permettra d'éviter de rajouter un listener général et de rajouter une condition à chaque fois qu'on appuie sur une touche au niveau de Windows. Donc là, on lui dira de blur l'input si on appuie sur Escape, alors que là, on a l'input de focus. Ça nous permettra de supprimer cette petite condition-là. Maintenant, on va lui dire, lorsque tu appuies sur... alors, on mettra des else. On pourrait faire un switch case, on va mettre un else if. On va lui dire, si e.key est égal à euro down, dans ce cas-là, il faut que tu fasses un this.setActiveIndex. Et je veux que tu trouves l'index de l'élément courant et que tu rajoutes 1, basiquement. Alors, pour trouver l'index de l'élément, on va faire un const index et on fera un this.matchedItems.findIndex et on cherchera l'index pour que l'élément correspond à l'élément actif. Donc, on mettra que l'élément correspond à this.activeItem. Et on rajoutera du coup 1. Donc là, on lui dira de faire index plus 1.
on fera la même chose si on appuie e.key est égal à EuroUp. Donc ça veut dire qu'on a appuyé pour remonter d'un cran. Ben dans ce cas-là, on fera la même chose. Donc on trouvera l'index de l'élément courant et on rajoutera, enfin on soustraira -1. Enfin, il y a un dernier cas qu'on doit gérer, c'est lorsqu'on appuie sur Entrée, Enter, il faudrait automatiquement suivre le lien qui correspond à l'élément active. Donc là, on fera directement vis.activeItem, donc c'est l'élément active, et on lui dira de suivre le lien. Donc on pourra mettre follow ou redirect, tout ce que vous voulez. À ce niveau-là, je vais créer cette méthode-là, follow. Bon, elle est très simple, hein. On fera un vis.element. Alors, on aura besoin, en fait, on va pas passer par le first child. Je me dis que ce qu'on a besoin de faire, c'est récupérer en fait le href ici. Donc là, on fera un vis.href égale href, comme ça on mémorisera le lien qui a été rentré. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on pourra ici lui dire de faire un window.location.href et on lui donnera href. Et on remonte un tout petit peu. On va gérer le fait que si l'index dépasse la taille des éléments, on va rencontrer un petit problème. Donc là, on va peut-être mettre des petites conditions, des petits garde-fous. Alors là, à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous pouvez vous dire que quand on arrive au-delà de la liste, on repart de 0, soit vous vous dites ça bloque carrément. Moi, je vais dire ça va boucler. Donc on va lui dire ici que if n est supérieur ou égal à vis.matchItems.length, dans ce cas-là, n sera égal à 0. Ça veut dire qu'on revient à la position initiale. Maintenant, on aura une autre condition, c'est que si f est strictement inférieur à 0, ben dans ce cas-là, on lui dira que n sera égal à vis.matchItems.length -1. Ça permettra de revenir au début de la liste. Voilà. Donc ça me paraît plutôt pas mal. On va faire un test. Je retape notification, j'appuie sur la flèche du bas et la flèche du haut. Donc on voit bien qu'on a un élément qui devient actif. Par contre, on a le unselect qui n'a pas l'air de bien fonctionner. Donc il ne fonctionne pas parce que lorsque je sélectionne un item, il va falloir que je lui dise c'est maintenant effectivement l'item sélectionné. Donc on fera un vis.activeItems égale vis.matchItemsN. Hop. Et là, si je fais notification, j'appuie sur en bas et en haut et on voit bien que ça fonctionne. Si j'appuie sur Entrée, automatiquement, je vais être redirigé vers le lien. Bon, là, c'était une encre pour le coup, pas de bol, mais ça va fonctionner correctement. Si je fais Dashboard, que j'appuie sur Entrée, ça va vers Sidebar Dashboard. Donc, ça fonctionne convenablement. Et vous avez quelque chose qui permet une navigation au clavier. Donc, vous faites CTRL-K, vous tapez ce que vous voulez, vous appuyez sur Entrée, vous êtes redirigé. On peut donc, du coup, maintenant, lui supprimer la classe active que l'on avait mis dès le début pour tester les choses. Donc, c'était ça. Et on va pouvoir aussi changer un petit peu notre spotlight suggestion. Ce qui me dérange un peu, c'est que vu qu'on a mis un padding, on voit que ça crée un débordement, ce qui n'est pas très esthétique. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est lorsque l'on fait notre matching et que l'on voit si on a des items ou non qui correspondent, masquer ou afficher en fait nos éléments en fonction. Donc là, on pourrait récupérer l'élément qui contient les suggestions. Donc plutôt que de créer simplement une constante, on aurait un vis.suggestion. Et ici, on ferait un vis.suggestion. Tout de suite, on pense à le définir ici. Il faudrait peut-être d'ailleurs expliquer chaque variable, ce qu'elle fait, sinon vous allez avoir du mal à les retrouver. Donc ça va être un HTML ULListElement. Et au niveau de notre onInput, donc on va lui dire que si on n'a absolument rien, on fera un vis.suggestion.setAttribute et on rajoutera hidden à hidden. Voilà. Et on lui dira ici que si la taille est supérieure à 0, je veux que tu fasses un vis.removeAttribute et on supprime l'attribut hidden parce que l'élément redevient visible. Par contre, dans le cas contraire, on fera, hop là, voilà, on va mettre un else, ça sera plus clair. On remettra l'attribut hidden parce que l'élément, c'est cet attribute, l'élément ne contient pas de suggestion, donc ça ne sert à rien d'essayer de l'afficher. Voilà. Donc je fais CTRL-K. Et il est visible par défaut parce qu'effectivement, on va lui dire que par défaut, il sera un hidden. C'est important. Donc je réactualise, je fais CTRL-K, l'élément n'est pas visible, je tape notification, on voit qu'il y a bien le padding qui a été rajouté, et si je réefface, ça refonctionne bien. Autre petit point, c'est que si je fais échappe et CTRL-K, la précédente suggestion reste affichée. Alors là, à vous de voir si vous jugez que c'est pertinent ou pas. Moi, j'estime qu'à chaque fois que j'appuie sur ce raccourci-là,
il faudrait masquer l'élément basiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, lorsque on va afficher l'élément dans notre shortcut handler, avant de focus mon champ, je vais faire un vis.input.value et je vais remettre la valeur vide. Et dans ce cas-là, hop, je fais notification, je quitte, je retape et je repars de zéro. Ce que je pourrais aussi faire, c'est lui demander de lancer un onInput pour forcer le champ à être vide. Donc là, je pourrais lui dire, bon, on va faire un vis.onInput. Alors le problème de notre onInput, c'est qu'il a besoin ici d'un input event. Input event qui était utilisé pour récupérer la valeur. Mais en fait, je n'ai pas vraiment besoin de la cible, je peux directement faire un vis.input parce qu'on avait directement accédé, parce qu'on avait directement créé une propriété input qui nous permettait de récupérer le champ. Ça permet de rendre cette fonction indépendante de l'événement, donc on n'a plus besoin de ce paramètre-là, et comme ça, je pourrais l'utiliser à d'autres endroits. Donc si je fais un CTRL-K, je tape notification, je fais échappe, je retape, et notre liste est complètement vide, et je peux retaper des choses. Et là, on a un système qui permet donc à l'utilisateur d'accéder rapidement à certaines pages avec un petit raccourci. Et c'est quelque chose que l'on peut greffer très simplement à n'importe quel site. Il suffit de créer ce custom element, de choisir la cible que l'on souhaite traquer pour renseigner les différents liens. Et ensuite, on crée notre petit CSS et ça va fonctionner convenablement. Donc on pourrait utiliser ici du Shadow DOM si on veut englober le style de ce spotlight et le rendre complètement isolé. Moi je préfère tout simplement ne pas utiliser de Shadow DOM parce que parfois en CSS on veut pouvoir changer complètement l'apparence de l'élément et je trouve que c'est un inconvénient plus que quelque chose qui est finalement pratique. Donc quelques pistes si vous souhaitez améliorer les choses. Pour la partie masquage, il faudrait peut-être utiliser un attribut hidden pour faire en sorte que l'input ne puisse pas se trouver focus quand il est masqué. L'autre point qu'il pourrait être intéressant de mettre en place, c'est de chercher des librairies de fuzzy matching pour arriver à avoir un système qui fasse correspondre les liens de manière beaucoup plus pertinente. Par exemple, si les lettres sont proches, ça remonte. Dernière solution aussi serait de gérer les sous-menus. Donc par exemple, quand je fais un CTRL-K ici et que je cherche posts, ça va me montrer post. Mais on pourrait s'imaginer que ça me montrerait l'ensemble des éléments. Donc ça me montrerait que post se trouve dans page puis profil. Donc ça ferait page flèche profil flèche post. Et quand je fais ma recherche, ça pourrait rechercher dans les trois niveaux. Donc là, à vous de voir si vous jugez que ça peut être pertinent, mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire évoluer et adapter suivant vos besoins. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous permettra d'améliorer la navigation au sein de vos dashboards. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!